Alex, Thibaut et moi, Laurent, on a tous été à un moment de notre vie consultants sur ces sujets d'environnement et on a eu envie en fait, de faire un produit et pas juste des services de conseil. Donc le produit qu'on va vous montrer, c'est une plateforme en ligne qui fait deux choses. Un, vous pouvez réaliser votre bilan carbone sur tous les scopes, etc. Et ensuite, vous pouvez piloter en interne la réduction de vos émissions. Donc, un petit rappel sur le bilan carbone, pour être sûr qu'on est tous raccords sur ce que c'est, mais j'imagine tout le monde a au moins entendu parler du sujet. Donc, on définit ça comme l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émises directement et indirectement par une organisation sur une période donnée. Donc, si on revient sur les termes du sujet, les gaz à effet de serre, vous connaissez le CO2, mais il y a également le méthane, les gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote et autres. Quand on dit émis directement et indirectement, ça veut dire que ce n'est pas uniquement les combustibles ou l'électricité que vous consommez, c'est également tout ce qu'il va y avoir en amont, en aval. Donc, ceux qui connaissent un peu les méthodes, la méthodologie vont ici reconnaître le scope 3 pour les émissions indirectes. Et donc là, c'est là où ça devient un peu compliqué. Donc, nous, on aime bien raisonner amont-aval parce que ça correspond pas mal à la manière de fonctionner des entreprises. Donc, en amont, il y a évidemment tout le transport, ce qu'on va acheminer, tout ce qu'on achète et les immobilisations en particulier, les bâtiments qu'on va occuper, les parcs de véhicules et le parc informatique. Et après, il y a l'aval, donc il y a aussi du transport en aval, notamment si on a des produits. L'utilisation de tous les produits qu'on a vendus. Par exemple, je vends des thermostats, ils vont consommer de l'électricité pendant toute leur durée de vie, donc il y a un impact. Et après, malheureusement, tout a une fin dans ce bas monde. Donc, à un moment, les choses finissent en déchets. Et même si ce n'est pas mes déchets dans mon entreprise, c'est les déchets chez mes clients, mais c'est quand même une partie de ma responsabilité. Donc, on aura largement le temps de revenir sur ces sujets de scope et d'émissions indirectes. Ensuite, on parle d'un bilan pour une organisation. Donc là, en fait, le terme est assez vaste. Donc, ça peut être une entreprise, une administration, une association. Par extension, ça peut également être un projet, par exemple le bilan carbone des JO de 2024. Ça peut être le bilan carbone d'un territoire, la ville de Paris. Et même, on parle souvent du bilan carbone d'un produit. En fait, là, c'est un peu un abus de langage. Il faudrait parler d'analyse de cycle de vie d'un produit. Nous, chez Axio, on s'occupe de la partie plus organisationnelle. Les logiques de territoire et les logiques de produit, c'est assez différent et donc il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Par contre, nous, on peut faire une organisation et par extension un événement. Et enfin, un bilan, pour savoir ce dont on parle, il faut s'assurer de la période. En général, c'est une année. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça dépend du type de bilan qu'on veut réaliser, notamment pour un événement, ça peut être plus court. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la réglementation des bilans carbone et autres, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce que je préfère faire, c'est vous dire ce qu'un bilan carbone c'est et ce que ce n'est pas, parce que c'est un exercice qu'il faut un peu démystifier. Donc déjà, ce n'est pas un but en soi, c'est qu'une première étape. Ça, c'est un point clé pour ça qu'on l'a mis en premier. Si vous faites bien votre bilan, ça vous permet d'avoir une photo de toutes vos émissions. Mais en soi, l'objectif, c'est de les diminuer. Donc, s'il n'y a pas un plan d'action ensuite, ce n'est pas que ça ne servira à rien, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Donc, c'est important de se dire qu'on veut avancer dans une démarche de neutralité, de bas carbone. Et une des premières choses à faire, c'est son bilan carbone. Deuxième point, au risque de décevoir certains, c'est jamais fini et c'est jamais parfaitement exhaustif. C'est en fait un exercice itératif. Il y a toujours des données qui vont un peu manquer. Il y a toujours des éléments en amont de l'activité ou en aval sur lesquels on n'est pas trop au clair et donc on ne va pas forcément être à même la première ou la deuxième fois de bien les évaluer. Mais vu que si on le fait chaque année ou tous les 2 ans, on peut à chaque exercice s'améliorer, être plus précis, mieux comprendre son impact. Et donc, c'est le but de cet exercice, c'est d'être renouvelé. Ensuite, là, désolé s'il y avait des espoirs, mais ce n'est pas non plus très précis. C'est avant tout une estimation. Quand je dis que ce n'est pas précis, c'est pour deux choses. Les données d'activité de votre entreprise, il va souvent y avoir des trous dans la raquette. Il va parfois y avoir des informations en kilos de tel produit acheté, mais on n'est pas au gramme près. Les dépenses en euros, on va avoir du mal à les allouer. Et après, quand on a ces données et qu'on veut les multiplier par les facteurs d'émission, les facteurs d'émission eux-mêmes sont imprécis. Par exemple, pour l'impact du transport aérien,
selon qu'on prenne ou pas l'impact des traînées d'avion, ça change d'un facteur 2 l'impact sur le réchauffement. Et ça, c'est un sujet où il y a encore une forte incertitude auprès des scientifiques. Donc, il y a forcément une dimension d'incertitude et d'estimation dans cet exercice. Mais une fois de plus, l'essentiel, c'est d'avancer et d'avoir les bons ordres de grandeur pour savoir là où il faut agir en premier. Et enfin, un bilan carbone, ce n'est pas vraiment un benchmark. On peut difficilement comparer des bilans à cause de tout ce que j'ai dit au début, notamment le fait qu'on n'est pas forcément sur les mêmes périmètres sur les émissions indirectes et qu'on a des problèmes de précision. Par contre, c'est un très bon outil pour s'améliorer et se comparer à soi-même l'année d'avant et l'année encore avant. Donc, c'est avant tout un outil d'amélioration plus qu'un benchmark. On peut après, notamment sur les émissions directes, le scope 1 et 2, essayer de se comparer. Par contre, dès qu'on touche au scope 3, aux émissions indirectes, ça devient beaucoup plus compliqué. Il existe un monde, et on espère que c'est le nôtre, où dans 5-10 ans, les sujets auront assez gagné en maturité pour qu'on puisse vraiment se benchmarker de manière propre. Mais de manière réaliste, ce n'est pas vraiment possible aujourd'hui. Une fois de plus, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir quelque chose de fini, exhaustif, qui permet de se benchmarker ultra précis. C'est de pouvoir prioriser et savoir où il faut agir en premier. C'est vraiment le but d'un bilan carbone. Alors, pourquoi on a fait Axio et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça permet de faire deux choses. Faire son bilan carbone et ensuite pouvoir passer à l'action. Donc, faire son bilan carbone, ça veut dire qu'on peut être sur le périmètre complet, scope 1, 2 et 3, les émissions directes et indirectes. On s'appuie sur la base carbone de l'ADEME, qui est un outil formidable. La France est un des rares pays qui a développé quelque chose d'aussi puissant pour, de manière publique, avoir des données sur le carbone. Et une fois que vous avez saisi vos données, notre outil permet de calculer automatiquement l'empreinte carbone et de le mettre selon le format réglementaire. Et on peut faire ça sur plusieurs sites, plusieurs périmètres. On a tout ça qui est intégré dans l'outil. Une fois qu'on a fait le bilan, une fois de plus, c'est qu'un moyen, pas un but en soi. On peut passer à l'action. Et donc là, notre plateforme elle permet d'être collaboratif. Vous pouvez inviter vos collaborateurs pour faire le bilan et après pour suivre les actions. Et point important, ce n'est pas que les collaborateurs, il y a un gros sujet auprès de vos fournisseurs, parce qu'une grosse partie de votre empreinte est en amont de votre chaîne de valeur via vos achats, via les transports que vous avez en prestation et autres. Ensuite, on a intégré la trajectoire carbone pour que toute entreprise puisse tout de suite savoir en un clic quel est le niveau d'ambition qu'elle doit avoir pour être dans les clous par rapport aux accords de Paris. Et on va voir que l'ambition est élevée. Et après, on travaille avec nos clients sur la partie plan d'action et la mise en relation avec des partenaires. Notre cœur de métier, ça ne va pas être de faire de la stratégie zéro déchet ou de la compensation carbone ou des plans de mobilité. Il y a d'autres entreprises dont c'est le métier, on les connaît. Nous, notre métier, c'est faire un outil qui est bien pour faire un bilan carbone et pratique pour chaque année, voir où on en est. On vous met en relation avec eux une fois qu'on a identifié les priorités et chacun fait le métier qui lui correspond et qui est vraiment là où il a ses compétences. Donc voilà en quelques mots d'intro. Je pense qu'il est temps de passer à la démo. Donc, dites-moi si vous voyez toujours mon écran. Est-ce que c'est bon? De mon côté, c'est bon. C'est bon, très bien. On voit. Vous voyez, parfait. Donc, je vais me connecter. Donc là, l'idée, donc ça c'est notre plateforme telle qu'elle est utilisée avec nos clients. Donc vous pouvez, le client principal, on va dire, l'utilisateur principal, c'est le responsable RSE ou la personne dans une entreprise qui fait son bilan. Néanmoins, c'est également quelque chose qui peut être utilisé pour les cabinets de conseil qui veulent avoir un outil pratique pour faire des bilans. Donc, vous pouvez avoir plusieurs entreprises. Là, j'en ai deux pour l'exemple, mais on peut en avoir autant. Donc là, je me connecte sur mon entreprise. Un premier point important sur les bilans, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle avant de se lancer dedans. Donc, il faut définir le périmètre. Ça peut être simple, c'est-à-dire toute l'entreprise. Ça peut être juste une filiale. Ça peut être juste un pays. Ça peut être juste la R&D ou un site de production. Ça peut être juste un projet dans le cadre d'une activité événementielle. Donc, il faut commencer par se dire quel est le périmètre qu'on veut couvrir. Donc là, j'ai mis pour l'exemple l'entreprise entière ou des filiales. Vous pouvez en avoir plusieurs et c'est à vous de voir en amont, quand vous faites votre bilan, de vous dire est-ce que j'exclus telle ou telle activité? Si c'est la première année, qu'est-ce qui est pertinent de couvrir en premier? Et les années d'après, on rajoutera d'autres périmètres. Désolé, la machine à café s'éteint. Donc là, je suis rentré dans le périmètre, donc c'est toute mon entreprise. On voit que j'ai plusieurs bilans, un par année. Je peux rajouter un nouveau bilan, par exemple pour l'année 2021.
on peut le créer. Voilà, donc là, j'ai créé un bilan, mais il est encore vide. Je vais vous montrer, non pas un bilan vide, parce que c'est pas très sympa, mais un bilan qui est déjà pas mal rempli donc pour l'année 2020. Donc là, ce qu'on a dans ce bilan, on voit bien, on est rentré dans l'année 2020 pour mon entreprise. On a d'abord une synthèse de l'avancement des données qu'on a récupérées. Donc là, on est à la moitié du chemin. On a 6 grandes catégories qui couvrent le scope 1, 2 et 3, donc ça couvre tout. C'est les énergies et les fluides, notamment les fluides pour la climatisation, les transports, tous les achats et les immobilisations, bâtiments, informatique, véhicules, tous les déchets de l'entreprise, puis après l'impact des produits et des services qu'on a vendus, et ensuite d'autres choses plus spécifiques sur la biomasse, l'industrie et autres. Donc ça, c'est un dashboard où on voit où on en est dans la collecte de ces données. Puis une synthèse sur combien ça fait d'émissions par catégorie. Donc là, on a déjà le total, on a mis 300 tonnes. Combien ça fait par euro, combien ça fait par employé. La ventilation par catégorie, les 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, les types d'émissions, ça va être les 3 scopes. Donc, scope 1, les émissions directes. Scope 2, indirectes liées à l'énergie. Là, j'en ai pas encore mis. Et indirectes. Donc, le scope 3. Pour la réglementation est un peu en train d'évoluer. Donc, a priori, les notions de scope 1, 2, 3 vont plutôt être transformées en notions d'émissions sur des postes significatifs, ce qui fait que des postes qui sont aujourd'hui en scope 3, comme les achats, vont être des postes qu'on va devoir étudier de manière obligatoire. Bon, là, le processus législatif avec le Covid a pris un peu de retard, mais c'est dans les tuyaux normalement pour l'année 2021, le décret là-dessus. Nous, on préfère cette vision par catégorie qui est en ligne avec la norme ISO et avec les évolutions réglementaires à venir, plutôt que les scopes 1, 2, 3, parce que vu que l'essentiel des impacts, c'est sur du scope 3, c'est important de regarder ce sujet-là. Et il y a également des éléments qui ne sont pas forcément intuitifs. Le transport, par exemple, si vous achetez des carburants pour vos véhicules, c'est du scope 1, vous achetez de l'essence, du diesel. Si vous passez par un prestataire qui fait les transports, c'est du scope 3, parce que ce n'est pas vous qui brûlez le carburant, c'est votre prestataire. Fondamentalement, pour l'atmosphère, c'est la même chose. Il y a du carburant qui a été brûlé, donc pour nous, ça reste du transport. Ensuite, on a une vision par site. Et donc voilà pour le dashboard. On a déjà une première question qui est Ouais. arrivée, qui est, est-ce que tu pourrais nous rappeler, Laurent, qui a l'obligation de réaliser un bilan carbone aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, pour les bilans carbone, c'est très simple. Vous avez toutes les sociétés de plus de 500 salariés qui doivent le faire tous les 4 ans. Je me balade juste pour récupérer l'article qu'on avait fait sur la réglementation, comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Donc, en gros, le bilan carbone, donc le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, dans les DOM-TOM de mémoire, c'est 250, c'est tous les 4 ans. Et le scope 1 et 2 sont obligatoires, le scope 3 est recommandé. Et c'est le bilan sur la France. Il y a également les établissements publics. Je ne veux pas dire de bêtises de mémoire, c'est tous les 3 ans. Et là, il y a une liste qui a été définie par le gouvernement des collectivités locales et des administrations qui doivent effectuer leur bilan carbone. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire. Et les discussions sont en cours pour modifier certains des critères, à savoir avoir une partie du scope 3 qui devienne obligatoire, éventuellement annualiser le bilan carbone et potentiellement faire que ce ne soit pas que les entreprises de plus de 500 salariés, mais celles de 50, 100, 250. Les discussions sont en cours. Il y avait des propositions de la Convention citoyenne sur le climat sur le sujet. Et il y a une autre réglementation, la déclaration de performance extra-financière, qui qui va être sur un sous-ensemble de ces entreprises, celles qui vont être un peu plus grandes, qui elle vient de l'Europe et qui en gros couvre les principales émissions scope 1, 2 et 3. C'est un peu comme ça que devrait évoluer le bilan carbone à terme et qui pour le coup elle est annuelle. Mais si vous êtes sur cette réglementation déclaration de performance extra-financière, ipso facto, vous êtes forcément assez gros pour faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le bilan carbone. D'accord. Bah, après, on pourra envoyer, d'ailleurs cet article, Oui, ça bien pourrait sûr, être il intéressant. est sur notre site et il y a la synthèse de la réglementation. Super.
Et si on en revient à la démo, du coup, tu nous as montré tous les dashboards. Donc ça, c'est un peu l'outil de pilotage et la conclusion, c'est ça? Donc en Oui, gros, c'est l'outil, enfin, le produit final. très Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le derrière de tout ça? Alors, comment est-ce que on collecte les données? Comment est-ce que, voilà, qui vont s'agréger ensuite dans ces différents dashboards? bien sûr, donc en fait, ça se passe sur l'onglet données d'activité. Donc les données d'activité, c'est ce qu'on utilise, enfin, c'est des données physiques de l'entreprise qui permettent ensuite de calculer l'empreinte carbone. Donc là, on va retrouver les 6 catégories avec plus de détails. Par exemple, pour les énergies et les fluides, vous avez l'électricité, le gaz et fuel, la climatisation, les réseaux de chaleur. Pour les transports, bah, vous avez marchandises, carburant, déplacements pro, domicile travail et autres. Tous les achats, puis les déchets, bref. On peut revenir dans le détail si vous avez des questions sur certains postes. Je vous montre comment ça marche pour un ou deux, et après vous aurez compris le principe. Donc là, on est rentré sur l'électricité. Ce qu'on voit, à chaque fois, on a mis deux choses. Les données qu'il faut aller récupérer. Donc là, typiquement, les factures d'électricité pour récupérer les kilowattheures consommés. Et deux, trois points d'attention méthodologiques. On s'est amusé à digérer les nombreuses pages de méthodologie pour être sûr d'aller à l'essentiel. Donc là, on a deux points d'attention. Je vous laisserai en prendre connaissance si vous voulez une démo plus détaillée. Et après, en gros, c'est très simple. On ajoute une consommation d'électricité. Donc, on peut gérer au sein de mon entreprise, je peux créer autant de sites que je veux. Donc, par exemple, là, si pour ma plateforme logistique, j'ai une facture annuelle ou mensuelle, je choisis. Je vais me dire que j'ai 100 000 kWh, je consomme beaucoup sur une plateforme. Ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter une consommation que voici, donc ça fait 100 000 kWh. Et là, la multiplication par le facteur d'émission, donc la conversion en carbone, est automatique. Ça fait 5,7 tonnes. Donc c'est 0,0571 kg de CO2 par kilowattheure. Et donc on peut remercier le nucléaire, l'hydroélectrique et les renouvelables intermittents parce qu'on a un très bon mix carbone en France. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une seule facture dans une entreprise, on peut avoir plusieurs sites, etc. Ça, c'est un exemple simple. Un exemple qui peut être plus compliqué, c'est sur les transports, par exemple. Là, ce qu'on a mis, c'est par exemple l'option de choisir, soit on décrit le transport, par exemple, j'ai eu des déplacements, j'ai eu des transports de marchandises en avion, donc c'était un avion cargo, c'était du court, moyen, long courrier sur du long courrier, c'est forcément un gros porteur, et donc là, il faut renseigner la donnée en tonnes kilomètres. Donc là, c'est là où il faut aller prendre contact avec la personne en charge de la logistique de l'entreprise pour avoir un peu la synthèse des principaux volumes qui ont été récupérés, qui ont été transportés dans l'année, et ça fera la conversion automatiquement. Ce qu'on vous conseille de faire néanmoins, c'est d'impliquer votre chaîne de valeur et vos fournisseurs, parce que vous pouvez, il est même conseillé de renseigner la donnée, on va dire, primaire, c'est-à-dire les émissions calculées par votre prestataire, parce que eux, forcément, ça c'est du scope 3 pour vous, c'est des émissions indirectes. Pour eux, c'est en grande partie des émissions directes, parce que c'est eux qui vont posséder les véhicules. Donc, il faut récupérer les données fournisseurs, et le plus simple pour ça, c'est d'inviter d'autres utilisateurs sur la plateforme par email. Comme ça, ils vont être invités sur votre bilan carbone, et vous pouvez échanger avec eux et vous assurer qu'ils renseignent bien les bonnes données. J'ai Et une petite question juste oui, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure. bien sûr. Donc là, on revient un petit peu là, tu es sur les transports. Désolée, je t'ai coupé en plein dans les transports. Ouais, Pour pas de revenir sujet, un j'ai tout fini. petit peu plus sur l'électricité. Oui. En fait, est-ce qu'on peut ajouter différents fournisseurs? Puisque, imaginons, on a par exemple, c'est Noémie qui nous pose cette question, EDF et Enercop qui ne vont pas forcément avoir le même impact, ou si on a une offre par exemple, spéciale énergie verte pour un seul site en particulier. Ok, alors on peut rajouter autant de fournisseurs qu'on veut. On peut préciser en commentaire le nom du fournisseur, ajouter les factures, comme ça permet notamment si on est audité dans le cadre d'une déclaration de performance extra-financière, ça permet aux auditeurs d'avoir directement les sources. Et on peut décider, enfin si on a l'information sur telle facture et uniquement sur tel site, bon, on le spécifie ici. Ensuite, pour la règle de calcul de l'impact carbone, ce que nous dit la méthode réglementaire, c'est qu'il faut renseigner des kilowattheures d'électricité, et ensuite, c'est uniquement le mix moyen qui est pris en compte. La raison étant, même si on prend des renouvelables, on appartient à un réseau, et le jour où on peut avoir des garanties d'origine, et donc
prouver qu'on source avec des renouvelables physiquement dans la vraie vie. Le soir d'une pointe hivernale où les centrales à gaz et même maintenant les centrales à charbon sont rallumées, en fait, notre énergie, elle appartient au mix et les électrons, ils viennent pas de l'éolienne. Donc, la réglementation oblige à utiliser le mix moyen qu'on a ici. Par contre, on peut déclarer à côté dans les actions qu'on réalise le fait d'avoir des émissions, d'avoir un sourcing renouvelable. Ce qu'on va ajouter, c'est le fait de pouvoir distinguer les deux, notamment parce que la réglementation non pas française, mais plus anglo-saxonne, distingue les deux types d'approches. L'approche, on va dire, contractuelle. Donc, j'ai un contrat de NR avec telle empreinte carbone, et l'approche géographique. Je suis sur un tel pays, tel réseau, donc je dois prendre la moyenne du réseau. Donc ça, on va ajouter l'option pour avoir les deux. Parfait. On a une petite réaction de la part de Damien Huet qui dit, je vais dire son commentaire et après Damien pourra aussi, s'il veut expliciter. Il dit qu'aujourd'hui la réglementation impose un bilan de carbone, enfin un bilan des gaz à effet de serre pour le scope 1 et 2, mais qu'il ne s'agit pas d'un bilan carbone. Oui. Donc j'imagine qu'il y a une sorte de aussi, ce qu'on avait aussi vu lors du premier webinaire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un peu un abus de langage, c'est ça, sur le terme bilan carbone, et que ça, c'est plus le calcul de l'empreinte. Oui, tout à fait. J'aurais dû commencer par ça. Le bilan carbone en tant qu'exercice et marque protégée, c'est un exercice complet, forcément sur le scope 1, 2, 3, détaillé, qui implique notamment une cartographie des flux physiques, un plan d'action, etc. Donc, c'est une méthodologie complète que porte Damien, que je salue au passage, avec l'association bilan carbone. L'obligation réglementaire, elle est uniquement sur le scope 1 et 2. Et soyons clairs, le scope 1 et 2, c'est une minorité des émissions. Donc, on ne peut pas prétendre avoir fait un vrai bilan carbone si on a juste fait le scope 1 et 2 et commencé à un peu regarder le scope 3. Le vrai bilan carbone, on a fait un travail sérieux d'audit sur l'ensemble du scope 3. Okay. Merci pour la précision. Tout à fait, précision importante, effectivement. Et donc, juste pour terminer sur cette partie-là, donc une fois que vous avez saisi les différentes données d'activité, c'est toujours le même principe pour chacun des postes, vous êtes guidé, les points méthodologiques sont expliqués, et après vous saisissez les informations, le calcul est automatique. Vous avez ensuite un reporting qui est au format donc, réglementaire, donc ce n'est pas un bilan carbone marque déposée, mais c'est un bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui doit être déclaré sur le site de l'ADEME. Et donc, ça se présente sous ce format avec le scope 1, scope 2, scope 3, différents postes avec des noms plus ou moins barbares. Et ça, en fait, c'est fait automatiquement. Il n'y a pas de ressaisir ou de rechoisir telle émission, dans quel poste elle va. Ça marche directement. Et le format de ce tableau, c'est le même format que celui du site de l'ADEME. Juste pour donner un exemple sur Radio France avec qui on avait travaillé, leur bilan de 2015, on voit que ce tableau scope 1 à 5, poste 1 à 5, le scope 1, le scope 2, le scope 3, on n'a pas été très originaux, c'est la même chose ici. Donc voilà, et donc ça vous permet avec cet outil de faire répondre à l'ensemble de vos obligations réglementaires sur le scope 1 et 2, et si vous vous engagez dans une démarche complète, de faire un vrai bilan carbone en étant soit parce que vous êtes déjà formé auprès de l'ABC, soit parce que vous êtes accompagné par quelqu'un qui a été formé. Merci beaucoup. On a une autre question qui est apparue concernant le numérique. Est-ce qu'il y a une partie spécifique dédiée au numérique, comme au même titre qu'il y a une partie sur le transport, par exemple? Alors, sur le numérique, vaste sujet, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose, c'est sur l'empreinte. Je vais peut-être montrer une petite page qui montre, nous, comment on voit le numérique. Enfin, nous, c'est également le Shift Project qui voit les choses comme ça. En fait, sur le numérique, vous allez avoir la consommation d'électricité, la fabrication et la fin de vie des équipements, et éventuellement les bâtiments et les infrastructures. Et ensuite, vous allez avoir vos data centers à vous, ceux qui vont être en dehors de chez vous, éventuellement un peu de sous-traitance, les réseaux télécoms, les postes de travail de vos salariés et ce qui se passe chez vos clients.
Donc, nous, on est en train de travailler avec plusieurs entreprises, notamment oui, SNCF, dont le métier est d'avoir et de gérer le site de la SNCF, pour creuser le sujet avec eux. C'est un sujet où, objectivement, les méthodologies de calcul ne sont pas encore matures. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est l'ensemble des consommations du numérique que vous avez en interne, vous l'avez via votre électricité, ainsi que via le parc informatique que vous pouvez renseigner avec ici, vous pouvez amortir sur le nombre d'années que vous souhaitez vos différents équipements. Et donc là, on a un certain nombre d'équipements au choix, et donc qui sont issus de la base carbone. Si vous avez des informations plus précises, vous pouvez également dire ah ben non, moi j'ai le serveur Dell X23P avec une empreinte carbone de temps, donc ça aussi vous pouvez renseigner. Pour ce qui est de l'impact, on va dire, indirect du numérique, il y a plusieurs morceaux, comme je le disais. Il y a la partie data center qui ne sont pas chez vous. Et ça, pour avoir parlé avec à peu près tous les fournisseurs de cloud, il n'y a pas encore de données publiques fiables sur l'impact d'un data center. Donc, ce qu'on est en train de voir avec nos clients, c'est quelles sont les bonnes métriques que de manière réaliste on peut récupérer. Typiquement, le nombre de baies de stockage, la capacité de compute et de storage. Ça va dépendre. Là, ça devient technique. Ça dépend si on est en cloud privé, cloud hybride, cloud public. Est-ce qu'on a des informations sur l'efficacité énergétique du data center, ce qu'on appelle le PIE. Donc là, en fait, c'est plus des sujets sur lesquels on échange avec nos clients pour faire le mieux avec les données qu'ils ont. Et après, quand on aura fini cette première vague de bilan carbone sur cette partie du numérique, on l'ajoutera dans notre outil de manière à ce que ça soit utilisable. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir simplement un outil qui fonctionne qu'avec, je ne sais pas, on a Microsoft qui a mis un plugin Power BI pour avoir une estimation de l'empreinte carbone des joueurs de data center. Mais si on n'est pas chez Microsoft, on ne peut rien dire, ce qui est nul. Donc, on préfère faire ça progressivement avec les vraies données que vous pouvez avoir. Ça, c'est sur la partie data center. Après, la partie réseau, en fait, à partir du volume de données, on peut faire un ratio et c'est suffisant à ce stade. Et enfin, le dernier morceau, c'est les terminaux des clients. Donc ça, on l'a fait notamment avec Radio France sur l'impact de tous les podcasts qui sont écoutés par les clients. Donc là, on est dans des informations sur la consommation par type de device. Et ça permet d'en déduire la consommation d'électricité et donc l'empreinte carbone. Donc, c'est des éléments qu'on fait avec qu'on peut par exemple ajouter ici dans la partie produits et services, vu que c'est un produit ou un service que vous avez vendu. On peut préciser, donc là pour l'instant, c'est l'estimation en kilogrammes de CO2, donc le nombre d'unités qu'on a eu dans l'année et combien chaque unité a émis. Et ça, c'est des éléments qu'on va affiner pour couvrir les différents cas d'usage, en particulier les end-users. Je ne sais pas si la personne avait en tête certaines questions sur son empreinte du numérique. C'est des choses sur lesquelles on est en train d'avancer, notamment avec Magellan d'ailleurs. Avec eux. D'accord. Anne, du coup, n'hésite pas à reposer si tu as d'autres questions encore plus précises ou voilà, n'hésite pas à les reposer dans le chat ou à directement activer le micro. Ah, parfait. Elle a dit que c'était OK. Sinon, on a une autre question qui est arrivée, plus je pense sur le côté, on va dire, inspection des bilans. C'est-à-dire, en fait, donc là, Axio, c'est un outil pour réaliser son bilan carbone. Mais en fait, la question porte plus sur le fait comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises vont entrer les bonnes données. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise qui va faire calculer son empreinte, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle triche pas sur les données? Ou alors, même si elle n'est pas forcément, par exemple, mal intentionnée, elle se trompe et du coup, elle entre quelque chose qui n'est pas du tout corrélé à la réalité. Très clair. Alors, il y a deux choses. Alors, premier élément, si on se lance dans un bilan carbone et qu'on fait ça pour tricher, autant pas le faire. Enfin, je veux dire, l'État ne s'amuse pas à fliquer les entreprises. Donc, toutes les personnes qui font leur bilan carbone le font dans une démarche de bonne foi, premier élément. Ensuite, sur la partie audit externe, il y a deux choses. Une première, c'est pour les entreprises d'une certaine taille, donc qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière. Il y a un audit par un tiers indépendant qui est obligatoire, donc c'est lui qui va pouvoir vérifier que les données sont correctes et il peut y avoir des allers-retours jusqu'à ce que le bilan soit suffisamment bon. Et ensuite, ce qu'on conseille quand on se lance pour la première fois dans l'exercice, c'est de se
de se faire accompagner par nous ou par d'autres pour être au clair sur les types de données qu'il faut collecter, pas faire d'erreurs bêtes. Et donc, nous, on est en support avec nos clients quand c'est la première fois qu'ils se lancent dans l'exercice. Après, les années d'après, souvent, une fois qu'on l'a fait une fois, on est capable de le refaire, au moins avec le même niveau de précision. Et donc, c'est notamment là qu'on voit si d'une année sur l'autre, on a des gros écarts, on se rend compte que l'année d'avant, on avait peut-être oublié un morceau. Euh, et donc, on n'a plus besoin d'être accompagné sur les postes qu'on a défrichés. Par exemple, si on est au clair sur les énergies et fluides, pas besoin de toujours avoir quelqu'un d'externe pour vérifier. On peut trouver ça plus confort, et ça s'entend tout à fait, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On pense que c'est plus utile de se faire accompagner sur les sujets les plus compliqués, notamment sur les achats ou sur les déchets ou l'impact en aval. Une fois de plus, la première année, quand on défriche un sujet, et les années d'après, on peut s'assurer que enfin, si on est assez confort, on peut avancer tout seul. Sinon, on peut toujours se faire accompagner. Soit nous, on peut vérifier les bilans, sinon d'autres cabinets peuvent auditer le bilan et vérifier qu'il est bon. D'accord, ok. C'est très clair. Voilà, et je pense qu'il y avait aussi cette inquiétude que certaines entreprises, par exemple, qui vont chercher des financements ou ce genre de choses, peuvent un peu bidouiller leur bilan carbone, mais de ce que je comprends, non, puisqu'il y a un audit qui va être fait de ces bilans carbone, Pour une les entreprises, vérification ouais. qui est faite. Pour celles d'une certaine taille, oui. Et pour celles enfin, si on veut mentir sur le carbone, très bien, mentons. Mais en général, c'est vraiment pas l'état d'esprit des entreprises qui s'engagent dans cette démarche. Il y a une vraie appétence à avoir les informations. Et on voit que, de toute façon, essayer de bluffer maintenant, on peut tenter. On est sûr que ça va faire du bad buzz à horizon 1, 2, 3 ans pour les entreprises qui s'y risquent. Donc, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées, peut-être sur le côté démo, et après, on pourra aussi parler plus du côté plan d'action dont tu nous parlais tout à l'heure et trajectoire carbone. Là, c'est plus un sujet peut-être un petit peu technique, où quelqu'un demande si les champs sont personnalisables dans les listes déroulantes pour pouvoir l'adapter aux activités de l'entreprise. J'imagine qu'il pense à, par exemple, oui, voilà, dans les domaines d'activité, si on peut les adapter. Je crois que oui, et par exemple, Oui, le site de là, je ne vais pas montrer, mais on peut ajouter des facteurs d'émission spécifiques. En fait, il y a un peu de choses. Les transports, fondamentalement, c'est un peu toujours les mêmes. Enfin, je veux dire, là, on a tout couvert, entre le maritime, routier, etc. Après, si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous pouvez ajouter un facteur spécifique qui va être, je sais pas, vous avez certains types de véhicules, vous faites de la logistique en aéroglisseur, j'en sais rien, vous pouvez l'ajouter, vous avez l'empreinte carbone, parce que vous savez qu'il est uniquement photovoltaïque, donc elle est à 0. Et donc, vous pouvez l'ajouter tout à fait. Par contre, ce qui ne peut pas changer, on va dire, c'est les grandes catégories ici, parce que c'est ce qui permet d'être exhaustif sans se recouper et d'être raccord avec les différentes méthodologies et avoir quelque chose de reconnu par la réglementation. D'accord, merci beaucoup. Là, du coup, je pense qu'on peut. Il y a une petite question peut-être sur le budget aussi pour utiliser ce type de plateforme, par exemple la solution Axio. Ouais. Et Oui. Alors, en termes de budget, nous, notre mission, c'est de démocratiser l'exercice et de faire que les entreprises n'ont pas besoin chaque année d'être réaccompagnées par des consultants. On pense que ça a beaucoup plus de valeur ajoutée faire appel à des consultants sur les actions de réduction, la vraie mise en place, le change management, que sur juste faire les calculs, toujours les mêmes la même année. Donc, notre entrée, enfin, notre grille tarifaire, ça dépend de la taille des entreprises. On commence à 500 € par an pour l'ensemble de la plateforme et toutes les fonctionnalités pour les TPE, et on monte jusqu'à environ 5 000 pour les grands groupes de plusieurs milliers de salariés. Donc, une PME moyenne, ça va être entre 1 000 et 2 000 €. Et ça inclut donc le support s'il y a des questions, et surtout 2 bonnes heures au début pour se mettre au clair sur le périmètre, passer en revue chacun des postes et se dire quelles sont les données qu'il faut récupérer, auprès de qui, pour au moins partir lancer avec un plan de travail clair pour faire son bilan. merci beaucoup. Alors, dernière petite question, et après, deux questions en une, on va dire. Je veux que tu peux nous expliquer très rapidement comment sont mis à jour les facteurs d'émission. Est-ce que c'est synchronisé avec la base de l'ADEME? Et après, on s'est intéressé par en savoir plus sur les trajectoires et justement par comment mettre en place un plan d'action
sur la base du résultat qu'on obtiendrait. Ok. Alors sur la partie mise à jour des facteurs d'émission, on va dire que ça va être transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que quand il va, je sais pas, l'année prochaine, choisir parmi les facteurs d'émission d'électricité ou du gaz, en fait, il ne va pas avoir à choisir l'année parce qu'on est forcément, on sait dans quelle année on est. Et donc, en gros, c'est transparent. On n'est pas connecté via l'API de la base carbone pour l'instant. On fait des mises à jour tous les 6 à 12 mois, enfin à minima tous les 12 mois, sinon tous les 6 mois de nos facteurs d'émission. Étant entendu qu'il y en a plein qui sont de la physique, je veux dire sur les gaz, les fuels ou l'impact de la climatisation. Malheureusement, c'est de la physique, donc ça ne bouge pas. Ça implique notamment de notre côté qu'il peut y avoir des recalculs dans le passé pour s'il y a des changements de facteurs d'émission, mais c'est des choses qui sont transparentes pour l'utilisateur, qui est quelque chose d'important. Il ne faut pas qu'on ne sache pas quel facteur d'émission choisir, parce que sinon le sujet est déjà assez complexe, c'est déjà assez chronophage. Donc ça, c'est notre responsabilité de faire ça. Et je ne sais pas s'il y avait une deuxième question ou c'était déjà la question du plan d'action. Et après, la deuxième question, c'était ça, la trajectoire, comment on définit une trajectoire réaliste et un plan d'action. Ok, alors, trajectoire, je peux montrer, réaliste, on va voir, mais réaliste ou pas, c'est ce qu'il va falloir faire de toute façon. Comme dirait l'autre, si on ne veut pas s'occuper du climat, il va nous rattraper. Donc, ce qu'on a inclus ici, c'est les trajectoires de la stratégie nationale bas carbone. Pour ceux qui ne la connaissent pas et ont des insomnies, il y a d'excellents PDF qui décrivent la stratégie pour chacun des secteurs de l'industrie. C'est ici en lien. Donc, en gros, ce que ça permet, c'est vous choisissez l'année de référence, disons 2020, votre secteur, donc ça c'est les secteurs de la stratégie nationale bas carbone, sinon à défaut la moyenne pour l'économie, on va dire qu'on est une entreprise de transport. Et donc là, on va calculer automatiquement quelle est la stratégie, quelle est l'ambition carbone que doit avoir mon entreprise à horizon 2030. Donc là, sur les transports, c'est environ moins 25%. Et à horizon 2050, donc ma foi, il va falloir décarboner tout ça. Et donc ça, on peut se dire que c'est trop ambitieux, ça s'entend. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire pour être en ligne avec les accords de Paris. Et si on veut avoir un pilotage à moyen long terme de son entreprise, il y a une probabilité non nulle pour que les réglementations nous forcent à aller dans ce couloir-là. Par exemple, dans le bâtiment, il y a la RT 2020 qui est déjà qui est très exigeante et qui est calquée sur ce type de trajectoire. Après, on peut ajouter une trajectoire personnalisée. On peut être plus ou moins ambitieux que la SNBC. Et on va ajouter le fait de pouvoir préciser une ambition par scope 1, 2, 3, parce que souvent, on a une ambition sur le scope 1, sur le scope 2, pas encore sur le scope 3. Donc ça, c'est cette brique de trajectoire. On a également prévu d'ajouter d'autres référentiels sectoriels. Mais pour la France, les SNBC, si vous ne connaissez pas l'acronyme, vous pouvez le retenir parce que ça va nous suivre pendant encore des décennies. Donc il va falloir s'y faire. Donc ça, c'est pour fixer l'ambition à long terme. Après, ce sur quoi on travaille avec nos clients, là, c'est sur une partie plan d'action. Donc, on a déjà tout un catalogue d'actions. Je ne sais plus combien on en a, mais on en a tout un ensemble pour tous les secteurs, enfin pour toutes les activités, etc. Donc, on est en train de les ajouter sur nos plateformes de manière à ce que ça puisse faire le lien entre votre bilan carbone et les actions, du genre le zéro déchet sur le siège. On est capable de récupérer les émissions dans les bilans liés aux déchets sur un site qui était appelé le siège. Ou par exemple, la politique de déplacement en avion, on a l'information sur les déplacements pro qui sont en avion dans le bilan. Donc on peut tout de suite dire, ce qui est en jeu, c'est X tonnes de CO2. Et donc là, après, pour le coup, ça sera à vous de jouer, de vous dire quel niveau d'ambition je veux me donner et de voir si ça vous permet d'avoir une trajectoire qui est dans les ordres de grandeur, en ligne avec les accords de Paris. Et vu qu'on n'est jamais capable on ne peut pas deviner toutes les actions, il y en a certaines qui vont être spécifiques à votre entreprise, à votre secteur, au niveau d'engagement que vous êtes prêt à avoir. Donc, ça sera possible de créer une action personnalisée sur les postes qu'on souhaite, sur les émissions qu'on souhaite. Et une fois de plus, ce qui est important, le but, si on veut piloter, c'est avoir derrière chaque action un responsable, se donner une deadline pour y arriver
Et si tout ça c'est gratuit, ça aurait déjà été fait. Donc, voir quel est le budget qu'on met en face pour mettre les priorités là où on va dire, ça coûte le moins cher d'économiser du carbone. Et ça rejoint un peu une question qui est posée par Yana sur en fait les premières mesures à prendre quand on veut lancer un bilan, enfin calculer on va dire l'empreinte de son organisation. Après Yana d'ailleurs n'hésite pas à prendre la parole si tu veux expliciter plus ta question, mais sa question posée sur le fait qu'en fait c'est pas forcément, là on parle d'entreprise, mais il y a aussi le cas par exemple quand on travaille sur différents projets et on voulait savoir si on pouvait utiliser on va dire cette plateforme pour calculer l'empreinte de différents projets qui sont pas forcément liés à une même entreprise et surtout comment faire en interne pour que comment s'organiser pour qu'en fait il y ait une personne qui soit en charge de garantir que ces projets sont bien estimés, alors que ça peut être des projets qui durent que 6 mois et du coup on ne peut pas vraiment déployer une grosse équipe. Alors, je suis pas sûr de comprendre complètement la question. Je sais pas si Diana, je sais pas si elle peut prendre la parole pour expliciter. Si, en fait, c'est pas tout à fait ça, Chloé. J'ai pas, Ah. enfin, je la pose pas parce que j'ai pas envie de monopoliser. En fait, c'est revenir en fait, à la question que j'ai posée au début, que vous avez lue, et aussi en fait, je pense qu'il faut que je rentre dans les détails parce que sinon, ça survole et on n'arrive pas à se comprendre. Donc, très concrètement, nous, on est en train de travailler sur un projet. Moi, je suis intermittente du spectacle. Je travaille dans le cinéma et dans le tournage, donc le tournage de films. Et nous, ce que nous avons envie de faire, c'est de réaliser des bilans carbone obligatoires sur chaque production cinématographique et audiovisuelle. Donc là, le problème, c'est que chaque film, c'est une maison de production et cette maison de production, c'est une entreprise. Et donc, ces bilans-là se feront sur la durée de 2 mois sur les films. Et ces bilans seront très certainement, je suppose, liés à des financements par le CNC, que tout le monde connaît, je suppose. Enfin, j'espère. Et donc, j'ai pas un meilleur mot que de tricher, mais je veux dire même embellir. En fait, embellir les chiffres, c'est dans tout leur intérêt. Et en fait, c'est un petit peu pour garantir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se garantir d'avoir une véracité, c'est ce qu'on dit, je pense, de données physiques. Et donc, en fait, je suppose qu'il y a plusieurs solutions possibles. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit une personne formée? Et vous avez vaguement aussi mentionné des audits. Enfin, nous, le problématique qu'on rencontre, c'est comment et par quelles mesures on pourra mettre en place pour éviter toute possibilité de triche, vu que, au fait, ça sera dans les intérêts des entreprises de le faire pour toucher de l'argent. Ok, je comprends. De fait, le plus simple, là, ça va être d'être accompagné par un cabinet, enfin, ou ça peut être nous qui auditons et vérifions les calculs que vous faites. Et tant que je veux dire, le consultant externe, il engage aussi sa responsabilité et il n'a pas envie d'être connu comme le doublon, comme celui qui signe n'importe quel bilan carbone. Donc, ça vous permet d'avoir un tiers indépendant qui valide les chiffres. Et ça, soit c'est vous qui pouvez utiliser Axio et on vérifie et on dit on est OK avec les chiffres, ça a du sens. Soit vous passez par un autre cabinet qui utilisera son outil ou son Excel. Mais l'idée, c'est d'avoir un tiers indépendant qui vérifie les choses et s'assure que on compte les camions, mais on n'oublie pas le générateur diesel pour l'électricité ou qu'on n'oublie pas la moitié des déplacements et autres. Ça, c'est clairement le plus sécurisant vis-à-vis de financement externe. Sinon, vous pouvez avoir une personne au sein de l'entreprise qui est formée au sein de l'association Bilan Carbone, auquel cas elle a toute autorité à faire un bilan reconnu. Ça ne résout pas néanmoins le fait qu'on peut mal le faire, même en étant formé. Mais une fois de plus, les personnes qui s'est formées, non, mais j'ai jamais vu de personne formée qui après s'amuse à ne pas faire un bilan de qualité parce que les personnes ont un minimum d'éthique professionnelle. Merci beaucoup pour la réponse. Peut-être là, on va bientôt arriver à la fin du webinaire. Alors du coup, peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais, Laurent, quelques petites bonnes pratiques parce que là, on a beaucoup parlé donc, du calcul de l'empreinte en elle-même. Est-ce que tu aurais quelques bonnes pratiques pour quand on veut faire le bilan carbone, enfin calculer l'empreinte de son entreprise et aussi quand on veut déployer
un plan d'action? Bien sûr, cette question étant très pertinente, j'ai préparé la réponse. Non, en fait, c'est une question qui a été, posée à l'avance, donc on s'est permis d'en préparer ça. Alors, donc ça peut être un peu basique, mais ça va mieux en le disant. Donc pour réaliser son bilan carbone, bah, déjà, se nommer un responsable, indispensable. Identifier les membres de l'équipe cœur. Il y aura toujours le responsable RH, le contrôle de gestion, les achats, l'IT qui vont être embarqués parce qu'on a toujours besoin des données de ces différentes fonctions. Il y a souvent d'autres personnes nécessaires. Ça dépend, après, ça va dépendre des entreprises. Ensuite, il faut s'assurer du soutien de son management. C'est tout bête, mais en termes de disponibilité des équipes et ensuite le fait de s'assurer qu'on est prêt à mettre le temps, les décisions et les budgets sur le sujet, bah, autant s'assurer de ça dès le début, sinon on fera le bilan et rien derrière, ce serait dommage. Ensuite, on liste les données à collecter et les contributeurs. Donc là, on est réaliste, surtout si c'est la première fois qu'on fait l'exercice, il faut prioriser. On ne va pas éplucher tous les volumes de tous les achats. On commence par l'essentiel. Par contre, ce qui est important, c'est dès le premier exercice, inclure les fournisseurs qui sachent que vous vous engagez dans cette démarche. Et OK, la première année, ils vont peut-être dire ah non, on n'a pas l'info, mais si chaque année tout le monde leur demande, ils vont finir par s'outiller. Donc il y a notamment vos principaux achats directs, qui sont en lien avec votre cœur de métier, les transports, les agences de voyage, ça c'est un peu les indispensables à embarquer dans l'approche. Ensuite, il faut se donner une date, typiquement 2 mois pour la collecte des données, sinon ça traîne sur l'année et ça épuise. Puis, à chaque fois qu'on collecte des données, on calcule progressivement. Ça permet de s'assurer que ça a du sens et qu'on n'a pas des trous dans la raquette, etc. On a souvent des données où il manque des éléments, donc on se note les limites. Pas parce qu'on va se flageller, on se dit ah c'est nul. Non, c'est juste ça permet de savoir l'année prochaine, anticiper telle donnée elle est disponible que de février à décembre parce qu'on a changé de fournisseur. Bah, on se le note comme ça l'année d'après, on peut comparer proprement sur 11 mois et on s'assure qu'on a les données sur les 12 pour le bilan suivant. Et une fois qu'on a fait tout ça, très important, bah, on le repartage vers tous les contributeurs, parce qu'on a enquiquiné ses collègues pour récupérer plein de données. Donc, on leur montre le résultat. Et c'est un super outil pour engager la discussion sur les actions qu'on peut mener, parce qu'il y a plein d'idées partout dans les entreprises sur ce qu'on pourrait faire mieux. Et donc, c'est un très bon outil pour mobiliser les équipes. Donc ça, c'est le bilan carbone, comment on le fait bien, et à la fin, ça prépare l'action. Et ensuite, pour déployer sa stratégie carbone, c'est la dernière page. Euh, une fois de plus, là, encore plus important, c'est de s'assurer du soutien de la direction, parce que sinon, on n'aura jamais les budgets, ça ne va pas marcher. Impliquer tous les métiers, et il faut donc un porteur projet qui est clair, qui aura du temps pour travailler sur le sujet. Et souvent, il y a besoin de prise de décision, donc il faut un sponsor, quelqu'un au-dessus dans la hiérarchie, qui a autorité pour prendre les décisions et débloquer les budgets si besoin. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui ont le temps et qui ont le droit de décider. Donc il faut les deux. Ensuite, comme on disait, on implique ses fournisseurs. Une très bonne occasion, c'est les appels d'offres, parce qu'en fait, on exige d'avoir une visibilité sur l'empreinte carbone des produits ou des services pour un appel d'offres, donc ça met un peu la pression. Et on parle également à son écosystème, parce qu'il y a plein d'initiatives dans chaque secteur avec plein de bonnes pratiques qui prémâchent le travail d'une stratégie bas carbone. Pour ça, il y a des référentiels et des trajectoires sectorielles, les Science-Based Targets par exemple, mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus pour chaque secteur en fait. Et après, on construit un plan d'action et on ne fait pas un plan d'action à 3 ans ou un plan d'action stratégie 2050. En fait, il faut faire les deux en même temps. Il faut des actions à court terme, on va dire 1 à 3 ans, et ça, on les fait maintenant. On a une équipe et un budget, si ça coûte de l'argent. Et après, il y a des actions à plus long terme. Et là-dessus, les actions à plus long terme, il y a un peu deux types de sujets. Des sujets vraiment stratégiques qui changent le business model de l'entreprise. Je veux faire plus de services de réparation, avoir des produits qui durent plus longtemps, plus facile à réparer, mais qui coûteront plus cher. Ça, c'est toute la stratégie de production, marketing, distribution qui change. Donc, c'est forcément décidé au niveau du management. Et après, il y a des sujets où ce n'est pas forcément le cœur de métier de l'entreprise, mais on ne décide pas souvent. Par exemple, le référencement de fournisseurs, ça peut être tous les 5 ans, ou on veut changer de locaux. Le problème, c'est qu'on sait comment c'est dans la vie. Le référencement des fournisseurs, on fait ça un peu à la dernière minute ou juste l'année, et on n'a pas prévenu nos fournisseurs qu'ils auront besoin de leur faire leur bilan carbone pour dans 2 ans.
Donc, c'est des sujets où même si on ne décide pas de manière fréquente, il faut les anticiper. Donc, c'est clé de les mettre dans une roadmap, même si une décision est dans 5 ans. Il y a potentiellement quelques petites choses à faire dans 2 ans pour que 3 ans après, on soit prêt. Et donc, le dernier point, pour que tout ça marche, c'est un peu inévitable, il faut annualiser son reporting carbone, c'est-à-dire le calcul de son bilan et le calcul de l'impact de ces différents projets. Sinon, les gens changent, le responsable RSE, il est promu, il change d'entreprise, les chefs de projet changent. On perd tout le savoir et toute la dynamique collective qu'on a créée si on fait ça tous les 3 ans. Donc, il faut absolument l'annualiser pour être capable de l'ancrer dans les processus de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Là, du coup, je pense qu'on va conclure. Peut-être c'était très clair, en tout cas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a peut-être une dernière question pour finir, qui est, est-ce que cet outil Axio est accessible pour les consultants qui vont accompagner des entreprises dans leur démarche RSE? Tout à fait, c'est ce que j'avais voulu préciser au début, c'est qu'en fait, là, quand on parle, quand on se connecte, on peut avoir plusieurs entreprises, donc un consultant et nous, c'est vraiment on a commencé à travailler en binôme avec des consultants où on fournit l'outil et c'est un métier de, définir une stratégie bas carbone à horizon 2010, animer les gens, faire comprendre aux COMEX l'urgence de la situation et cetera. C'est un métier, enfin c'est bien placé pour savoir que c'est un métier parce que c'était mon ancien métier. Et c'est un autre métier de faire un outil qui rend facile les calculs. Donc nous, on se concentre sur cette partie outillage. Par contre, avec plaisir notre but, c'est qu'il soit utilisable par les consultants pour aider à faire le bilan carbone de leurs clients. Super. Merci beaucoup et merci pour cette démonstration. Du coup, en fait, là, j'espère que vous avez appris déjà beaucoup de choses, que vous avez été utile. Nous, en fait, vous pouvez retrouver tout cet enregistrement sur notre chaîne YouTube et on vous enverra un lien avec, bien sûr, le replay, mais aussi toutes les ressources dont a parlé Laurent pour vous permettre, voilà, d'avancer dans le bilan carbone de votre organisation ou de votre projet. Et voilà, donc sinon, merci à tous et on vous souhaite surtout un très bon Noël si on ne se voit pas d'ici là. À très Merci bientôt. beaucoup à tous. À Merci bientôt. Laurent aussi, bien sûr, c'est important. Merci Chloé.